Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, nous sommes allés à Stoneham et Tewksbury, d'abord pour voir les élèves de l'école Arfand des Neiges et ensuite pour participer à un vernissage qui avait lieu à la bibliothèque Jean-Luc Grondin. Finalement, j'ai assisté à une cuisine collective organisée par l'organisme Rafale. Bonne émission! Depuis quelques semaines déjà, à l'école Arfand des Neiges de Stoneham et Tewksbury se tient une résidence d'artistes accompagnée d'une formation pour les élèves de 5e année. C'est une initiative d'une citoyenne qui a décidé d'inaugurer ce beau projet et on vous en présente une partie. J'aimerais savoir comment vous avez eu cette idée-là puis comment vous l'avez mise en place. Je vous dirais que ça remonte à plusieurs années parce que j'avais su qu'il existait au Québec un programme de résidence d'artistes. Donc, c'est une école qui invite un artiste à venir travailler auprès des élèves, autant ses œuvres, mais aussi de faire un processus de création avec les élèves. Ça me chicotait, j'avais tellement le goût. Puis, à un moment donné, le déclic est venu l'an passé, au mois de juin. Je suis venue rencontrer la direction d'école ici à Stoneham. Je leur ai présenté le projet. Je dis, regardez, ça existe, ce programme-là. On peut aller chercher des sous au ministère de l'Éducation. Est-ce que ça vous tente d'embarquer? Je connais une artiste qui pourrait peut-être être intéressée. J'en connaissais 2, 3. Je me dis, il y en a au moins une qui va embarquer dans le projet. Alors, la direction m'a dit, oui, allez-y. Donc, nous, on n'a pas le temps de monter de tels projets. Fait que je dis, moi, je vous offre mon aide. Je vais être bénévole pour ce programme-là parce que c'est vraiment intéressant pour les enfants. Donc, j'ai rencontré Claire-Alexis Turcot, une sculpteure de Limoilou. Elle a embarqué immédiatement dans le projet. Donc, vous allez voir ce qu'elle a fait avec les enfants. C'est merveilleux. C'est vraiment bien. Puis, par la suite, on a monté le projet, on l'a présenté ici à l'école aux professeurs, aux directeurs. Tout le monde voulait embarquer. Donc, on l'a déposé au mois d'octobre au ministère de l'Éducation. Un mois plus tard, ils ont dit oui. Donc, on était très heureux. Puis, depuis février, à peu près, là, les jeunes participent à cet atelier-là avec Claire-Alexis. Pendant 8 semaines, ils font un processus de création. Ils côtoient une artiste. Donc, ils voient que ce métier-là existe. Donc, pour les jeunes qui sont des fois un peu moins à l'aise dans un carré, bien là, ils peuvent un peu plus s'éclater puis voir que ça fait du bien de la culture, de l'art à l'âme. 3 sculptures sont exposées ici pour 8 semaines. Qu'est-ce que c'est le reste du projet? L'artiste rencontre les élèves et eux aussi créent une œuvre? Oui, bien, en fait, c'est un travail de collaboration avec l'artiste. Donc, l'artiste, Claire-Alexis, c'est une sculpteure, donc elle a moulé des têtes de renard et pendant 8 semaines, elle rencontrait chaque groupe. Il y avait 5 groupes de 5e année. Chaque groupe avait 1 heure pour travailler sa sculpture, enfin, sa sculpture, son moule, et pouvait peindre la couleur qu'il voulait. Donc, Claire-Alexis, elle a travaillé les styles de couleurs, comment ça pouvait influencer la sculpture, qu'est-ce que ça pouvait donner comme émotion en regardant une sculpture rouge au lieu de noir. Donc, elle a tout fait ça. Et c'était bien divisé en 8 ateliers différents, 1 heure par semaine pendant 8 semaines. Puis elle, de son côté, elle devait travailler ses sculptures en exposition et les autres élèves pouvaient voir son travail en direct. Mais merci beaucoup, Mme Blais, puis long succès à ce beau projet. Oui, merci beaucoup. Parlez-moi un peu de ce que c'est ce projet-là et pourquoi vous avez accepté. Bien, comme milieu scolaire, quand on est approché comme ça par un beau projet de la communauté, donc des gens qui se sont mobilisés, qui nous approchent comme étant un beau laboratoire pour accueillir des artistes en résidence comme on l'a fait dans le cas de Mme Turcot, on n'a pas le choix de dire oui à des projets comme ça. C'est emballant pour les élèves, c'est une expérience de vie qui, en temps normal, n'aurait pas été exposée à un projet de la sorte. Donc, d'avoir accès comme ça à un projet culturel avec une artiste renommée, c'est une belle plus-value pour nos élèves, oui. Qu'est-ce que vous croyez que ça leur apporte concrètement? Ça leur apporte un bagage au niveau artistique, plastique, qui est très grand. Les enseignants également s'inspirent du fait de côtoyer une artiste de renommée comme Claire-Alexis et de voir aussi visuellement l'évolution des œuvres de notre sculpteur, oui, mais aussi des élèves. Le projet n'est pas terminé, mais présentement, on sait vers quoi ça s'enligne. Donc, on est capable de voir toute l'évolution de tout ça. Puis les élèves sont intéressés, sont curieux par rapport à ce projet-là. S'il y a d'autres citoyens qui voient ce projet évoluer et qui ont envie d'apporter leurs propres idées, comment on fait pour vous contacter? Est-ce que c'est possible de vous rencontrer à différents moments? La direction est toujours ouverte à accueillir la communauté, les citoyens, les parents de nos élèves, c'est certain. On est un laboratoire immense avec nos 925 élèves. Nos portes sont ouvertes à des initiatives de ce genre-là. Si c'est dans le but d'enrichir la vie de nos jeunes, on va toujours être ouvert pour ce genre de projet-là, oui.
a fallu que je sois un peu créative parce que, dans le fond, on ne pouvait pas faire de la sculpture. Moi, je fais de la sculpture sur bois à la tronçonneuse. Hein. Donc, je ne pouvais pas faire ça ici, évidemment. Fait que j'ai essayé de décortiquer qu'est-ce que j'utilise, en fait, dans ma créativité de sculpteur, puis transmettre ça, en fait, aux enfants, en fait, les étapes de création que j'utilise. J'ai amené 3 sculptures à moi en bois dans l'école, en fait. Puis j'ai comme invité les élèves à regarder un peu comment ils étaient positionnés, qu'est-ce que ça leur faisait comme émotion, la posture de la sculpture. Et dans le fond, j'ai fait des ateliers sur le mouvement au début avec eux. Après ça, on a été plus avec les têtes de renard. Dans le fond, ils ont essayé des patines, donc ils ont essayé différentes colorations pour essayer de voir comment on peut aussi s'exprimer par la couleur. Tu sais, chaque couleur ou la façon de dessiner, en fait, sur la sculpture changeait complètement le style. Puis là, maintenant, on est dans la composition finale parce qu'ils font une œuvre commune avec ça. Donc, les 25, 26 ou 27 têtes vont être mis ensemble pour créer une œuvre commune. Fait que là, ils sont dans la composition. Lorsque vous amenez les notions théoriques en début de classe, comment les élèves perçoivent ça? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils posent des questions? Oui, en général, les questions qu'ils posent sont toujours super intéressantes. En fait, c'est la première fois que je travaille avec des enfants de cet âge-là. Puis je suis vraiment surprise, en fait, agréablement surprise de leur niveau d'intérêt. Il faut aussi souligner que vous avez fait des conférences à d'autres niveaux dans les classes de l'école Arfand-des-Neiges. Qu'est-ce que vous appreniez cette fois-là? Je faisais comme une petite présentation de c'est quoi mon travail. Les élèves posent des questions sur comment j'en vis, tout ça, comment ça coûte, tout ça. Ils sont bien curieux. C'est rare qu'ils rencontrent une sculpteur ou quelqu'un qui vit de l'art. Donc, j'ai proposé aux autres profs qui ne me voyaient pas, en fait, de me faire venir dans leur classe. Puis ça a vraiment eu un succès. Fait que je me promène, puis je fais cette petite conférence-là. Je leur montre comment je fais un renard en moulage, en fait. En tant qu'artiste, à quel besoin vous croyez que ça répond chez les élèves de rencontrer quelqu'un qui gagne sa vie à faire de l'art? Bien, je pense que ça peut ouvrir l'horizon, en fait, sur d'autres choses, parce que des fois, ils en côtoient pas. Parfois, ils ont dans leur famille un artiste, tout ça, mais des fois, non. Fait que des fois, c'est vraiment mystérieux. Puis là, en posant des questions, mais que je peux vraiment leur répondre de mon vécu. J'ai que fait ça, en fait. Fait que je peux répondre à leurs questions avec un peu d'expérience, disons. Comment on peut trouver ce que vous faites ou encore en acheter? Oui, moi, je suis sur Internet, évidemment. Puis maintenant, j'ai mon travail qui se retrouve à la Galerie du Château-Frontenac. Puis à la Galerie Ni Vu Ni Cornu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, c'est soit par Internet directement ou ces 2 galeries-là. J'ai appris comment peindre. On a différentes sortes de peinture et comment faire des formes sur le renard qui est vraiment cool. Ça fait bizarre vu que c'est quand même une professionnelle. Mais en même temps, c'est cool vu qu'elle connaît plusieurs trucs. Elle est vraiment drôle, elle est vraiment gentille, puis elle nous laisse explorer différentes affaires, qui est vraiment cool. Au début, elle nous avait montré des façons d'exprimer, de la joie, de la colère. Puis elle nous avait fait une activité sur ça, fait que ça nous a donné des idées. Encore une fois, c'est un beau projet que l'on voit naître dans une école du territoire. N'hésitez pas à aller suivre l'artiste Claire-Alexis Turcot sur sa page Facebook, puisque dans les prochaines semaines, elle fera un symposium au Costa Rica et vous partagera différentes photos de son aventure. Ce soir, les gens de Stoneham et des environs ont été conviés à venir assister à la bibliothèque Jean-Luc Grondin au vernissage de l'exposition de Marie-Josée Lépine qui présente sa collection Grandir sans fuir. C'est l'occasion rêvée de venir découvrir une artiste de talent qui sera en résidence ici à la bibliothèque jusqu'au 22 avril. Ce soir, c'est votre 2e exposition solo dans votre ville natale, Stoneham. Maintenant, vous habitez à Québec. De revenir ici pour exposer, qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Très honnêtement, de revenir ici pour exposer, ça m'émeut beaucoup. C'est Eliane Wallet, qui est coordonnatrice de la bibliothèque ici, qui a vu mon travail, qui a su ce que je faisais et qui m'a fait la proposition de venir ici pour exposer. Et à ce moment-là, dans mes précédentes expositions, j'ai eu la chance de toujours vendre l'entièreté des œuvres que j'avais faites. Donc, j'avais la chance de partir avec une proposition complètement neuve. Donc, je suis allée chercher des canevas tout vierges et j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire pour une exposition entière pour la ville qui m'a vu naître. Donc, je suis allée avec une réflexion qui était en lien avec
avec l'idée de grandir. Parce que là, moi, j'ai quitté ici lorsque j'étais encore une enfant. De revenir ici, ça m'amenait des réflexions par rapport au fait que le temps avait passé. J'avais grandi physiquement, mais j'avais aussi grandi dans ma vie. J'avais choisi des sentiers qui me permettaient de davantage m'épanouir, etc. Et dans cette exposition-là, j'ai voulu, disons, traduire ce mouvement-là, le mouvement qui grandit. J'avais envie de traduire la vie aussi en utilisant beaucoup de couleurs, en permettant aussi à chacune des toiles, les unes avec les autres, de raconter une histoire qui grandit, elles aussi. Toutes vos toiles ont des noms. Comment est-ce que vous définisseriez ce mouvement-là? En fait, toutes les toiles ont des noms. C'est très important pour moi. J'ai une pratique qui est à la fois en peinture et en écriture. Donc, lorsque j'ai commencé ma période de création, je me suis lancée dans les deux. Et pour chacune de mes toiles, je prends vraiment un temps d'arrêt pour me demander quel est le titre le plus adéquat et c'est quoi qui me parle le plus. C'est quoi le titre qui, pour moi, transcende le plus qu'est-ce que la toile veut dire. Donc, je prends le temps d'y réfléchir pour la toile dans son unité, mais je prends également le temps de réfléchir pour que chaque titre se suive et soit cohérent. Donc, les titres tous ensemble forment à la limite une histoire. Les gens pourraient arriver à l'exposition ici, se promener dans le sens horaire, puis découvrir une histoire qui se traduit par les titres eux-mêmes. Et avec quelle technique est-ce que vous travaillez principalement? Je travaille principalement l'acrylique. Jusqu'à maintenant, c'est le médium qui m'a permis d'explorer le plus les mouvements que je voulais faire. C'est un médium qui demande à être assez rapide, à être assez efficace parce qu'il sèche rapidement. Et ça va très bien avec le genre de travail que je fais. C'est un travail qui est très vif, très énergique, très spontané, très intuitif. Alors jusqu'à maintenant, l'acrylique me plaît beaucoup. Au niveau du processus de création pour vos différentes œuvres, autant pour celle-ci que les autres que vous aviez faites par le passé, comment est-ce que vous fonctionnez? À toutes les fois, c'est un peu différent. Il m'arrive d'avoir des idées extrêmement claires de ce que je veux reproduire. Et à ce moment-là, je vais imaginer à quoi ressemble la toile. Je vais m'installer longuement devant une toile vierge à l'imaginer déjà finie. Je vais sortir toutes les couleurs que j'ai envie de voir apparaître sur cette toile-là. Je vais les agencer. Mais il m'arrive aussi de faire un processus qui est complètement différent, c'est-à-dire d'arriver simplement avec une émotion, avec une idée de ce que j'ai envie que ça représente au final. Ça peut être juste quelque chose comme de la douceur, par exemple. Souhaiter qu'au final, ça soit une toile qui soit inspirante, qui soit reposante, qui représente un temps d'arrêt, par exemple, pour les gens. Et c'est avec cette idée-là en tête qu'à ce moment-là, je vais peindre la toile. J'ai vu sur vos toiles que vous vendez la toile elle-même, mais aussi des reproductions. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça? En fait, je vends la toile elle-même comme originale. Donc, la personne qui aura un vrai coup de cœur peut partir avec la toile. Je travaille avec des photographes qui sont des photographes spécialisés dans les reproductions musées. Donc, ce qu'ils vont faire, eux, comme travail, c'est qu'ils vont prendre une photo qui est la photo de plus grande qualité qui existe. Et à partir de là, je travaille avec des imprimeurs à Québec qui font une impression musée. Donc, lorsque les musées, par exemple, retirent des toiles de leurs expositions, ils vont mettre des reproductions pour que les gens puissent quand même apprécier la qualité de l'œuvre. Donc, c'est exactement ce type de reproduction que j'offre. C'est une reproduction qualité musée qui est imprimée sur un papier 100% coton. Il y a à peu près 1 mm, voire un peu plus d'encre qui se boit dans le papier. Donc, on réussit à décoder tout le relief, toutes les couleurs. On a vraiment une reproduction qui ressemble à s'y méprendre à l'original, mais c'est une reproduction et j'en fais uniquement 25 pour chacune de mes toiles. C'est un choix que j'ai fait. En fait, un choix que j'ai fait d'aller uniquement vers une qualité qu'on peut conserver pour la vie parce que je souhaitais pas que mes toiles deviennent juste des reproductions photos qui pourraient être vendues à moindre prix. Je souhaitais conserver la qualité dans ce sens-là. Vous avez fait combien de toiles pour l'exposition Grandir sans fuir? Ici, il y a 12 toiles de formats différents. Donc, on a des toiles qui sont très longues. On a des toiles qui sont faites en hauteur. J'ai souhaité varier les formats parce que cette idée-là de grandir, pour moi, s'exprime de plein de manières différentes et s'exprimait dans des formats qui étaient différents aussi. De savoir que plusieurs centaines de gens de Stoneham qui vont venir les voir, qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Ça me fait vraiment très plaisir. Il y a, à partir du moment où on dépasse la peur de s'exposer, où on décide que ce qu'on a fait, on en est fier, puis on veut le montrer, à partir de ce moment-là, on est heureux que ce soit le plus de gens possible qui puissent le voir et le plus de commentaires possible qu'on peut recevoir aussi. Donc, des commentaires qui seront sans doute positifs. J'en aurai d'autres aussi qui seront mitigés et tous ceux-là, je veux les recevoir. Je suis en début de carrière, une carrière que je professionnalise. Donc, ça fait à peine 2 ans et je souhaite que ça continue dans ce sens-là. Si les gens veulent suivre votre travail, où est-ce qu'ils peuvent le faire? La meilleure manière de suivre mon travail, c'est directement sur mon site web, donc marjoselépine.com. On peut me suivre sur Instagram, les médias sociaux de manière générale également. Je vous remercie beaucoup, Marie-Josée. Merci beaucoup à vous, c'est gentil. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous pensez de ces collections, des textures qu'elle utilise, des médiums qu'elle utilise? Bien, c'est bien intéressant. Elle œuvre aussi avec du doré, beaucoup de doré dans ses œuvres, donc c'est vraiment impressionnant. Marie, c'est une personne intelligente, mais extrêmement sensible. Et je pense que c'est un peu ce qu'on retrouve dans sa peinture. Il y a une grande sensibilité aux autres, à la vie. Et moi, c'est ce que je vois dans ce qu'elle fait. Vous agissez comme agent dans la carrière de Marie-Josée. Quand elle vous l'a proposé, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet honneur-là? Ah, bien, écoutez, j'ai été charmée. Comme toujours, Marie-Josée a su trouver les mots appropriés et puis c'est pas vraiment un travail, c'est un plaisir que de la représenter dans ces soirées d'exposition. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle jumelle deux médiums, donc la peinture et l'écriture? Je trouve ça fort intéressant parce que ces titres sont très, très recherchés. On sent vraiment un souci du mot, puis ça se traduit dans la peinture. L'exposition ici ce soir, je trouve qu'elle est très réussie. Puis en fait, peut-être contrairement aux deux autres, c'est vraiment une exposition qui a été pensée comme une exposition. C'est pas des morceaux réalisés individuellement qu'on assemble ici. C'est vraiment une exposition qui a été pensée d'emblée. Ce soir, en tant que papa, de voir toutes ces belles œuvres étalées sur les murs, qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Eh bien, je pense que Marie-Josée est en progression dans l'expression de son art. Sa démarche est de plus en plus établie, elle est plus sûre d'elle-même. Et je suis très, très fier de voir et les œuvres et la réception qu'on leur donne. Est-ce que vous assisterez au prochain vernissage de Marie-Josée dans le futur? Évidemment, oui, je serai là. L'exposition Grandir sans fuir de l'artiste peintre Marie-Josée Lépine sera présentée à la bibliothèque Jean-Luc Grondin jusqu'au 22 avril prochain. L'entrée est gratuite et vous aurez la chance de découvrir une artiste de talent. Si une des toiles vous tape à l'œil, saisissez l'opportunité puisqu'elles seront toutes en vente. Pour de plus amples détails sur l'artiste, visitez son site web marijoselépine.com. Le concept de cuisine collective est de plus en plus connu et l'organisme Rafale à Lac-Saint-Charles l'exploite très bien. Aujourd'hui, nous vous présentons l'une des activités qui a été organisée au centre communautaire Paul-Émile Beaulieu. La cuisine collective, c'est un regroupement de citoyens de Lac-Saint-Charles. Le principe, c'est qu'on est accrédité par Moisson Québec. On va recevoir des denrées chaque mois. Donc, on va pouvoir faire une cuisine par mois, par famille. Ce qui fait que là, pour une cuisine habituelle, on va avoir 8 familles qui vont préparer, qui vont faire une planification de cuisine pour préparer des plats en fonction des denrées qu'on aura reçues. Et ça permet à ces familles de faire de grandes économies pour cuisiner ces plats et les ramener chez eux par la suite. Donc on va dire le premier lundi du mois, on reçoit les denrées par Moisson Québec. Donc l'ensemble des cuisiniers viennent nous aider à trier l'ensemble des fruits, légumes et autres denrées. Les familles repartent avec une partie des denrées qu'on appelle le panier alimentaire, qui sont les denrées qu'on n'a pas d'intérêt à cuisiner, qui sont par exemple le pain ou certains biscuits par exemple qui en cuisine n'ont pas forcément leur place. Ensuite, il y a une planification qui se fait 2 jours avant le jour de la cuisine. Donc par exemple pour la cuisine du jeudi, le mardi matin, on se réunit avec l'ensemble des cuisiniers, on décide des plats qu'on va cuisiner ensemble. Puis on va mettre de côté l'ensemble des ingrédients et le jeudi matin on se regroupe et toute la journée on cuisine. Expliquez-nous comment ça répond justement à ce que vous voulez promouvoir avec votre organisme. Nous, notre intérêt, c'est vraiment de permettre aux familles de se rencontrer. Ça va permettre de créer du lien social. Ils ont, comme le dit souvent la plupart des cuisiniers, beaucoup de fun à être ensemble. On a énormément de partage d'expériences sur l'éducation des enfants, sur la manière dont chacun peut parer des légumes, etc., etc. Vous offrez aussi une halte garderie pour les familles qui ont de jeunes enfants. Ils peuvent venir cuisiner sans se soucier de qui va s'occuper de leurs tout-petits. Oui, exactement. Donc, on a notamment les jeunes mamans avec leurs enfants. Quand les enfants sont encore à la maison, c'est pas toujours évident de venir avec un bébé qui a 1 mois et puis un autre enfant qui a 3 ans, venir faire de la cuisine pendant 6 heures et être
à sa tâche de cuisinière. Donc, on offre le service de halte garderie. On a notre collègue qui est aussi travailleuse de parc et puis qui fait les ateliers de psychomotricité, qui s'occupe de ces enfants-là pendant toute la matinée, l'heure du dîner et le début d'après-midi, le temps que les mamans puissent être entièrement dédiées à leur cuisine. À quoi ça ressemble à partir du moment où la recette elle est préparée, elle est prête, on va chercher les enfants puis on mange tous ensemble? Oui, c'est ça. Le midi, pour le dîner, le principe, c'est qu'on met un plat, on cuisine un plat le matin qui va nous servir le midi. On va chercher les enfants à l'école et on essaie de dîner toutes les familles réunies autour d'une grande table. Et finalement, si jamais il y a une famille qui a envie de se joindre à ce beau projet collectif, est-ce que c'est encore possible de le faire? Et si oui, comment on le fait? Alors oui, c'est toujours possible puisqu'on essaye de modifier les groupes et d'accepter un maximum de familles qui seraient dans le besoin. Donc pour ça, il suffit de nous joindre au 88 316 52 11. Ce sera l'occasion pour moi d'échanger avec ces familles, de les rencontrer, puis ensuite de les intégrer progressivement à nos groupes de cuisine collective avec grand plaisir. Bien, merci beaucoup. Puis encore une fois, chapeau à Rafale pour cette belle implication auprès de la communauté de Lac-Saint-Charles. Merci. Parlez-moi un peu de l'esprit dans votre équipe. Qu'est-ce que c'est de vous retrouver une fois par mois? Ah, ça, c'est le fun, ça. Ah, c'est drôle. C'est drôle. À force, on se connaît, on raconte nos soucis, nos problèmes, nos réussites, nos implications dans Rafale. C'est bon. Moi, je suis bien content. Ça fait un tissu social, un réseau. On participe. C'est vraiment le fun. Parlez-moi un peu des autres activités que vous faites avec Rafale, vos projets. Avez-vous des ambitions pour le futur? Oui. Un futur proche, c'est le four à pain. Un four à pain collectif qui devrait... On aimerait qu'il soit au jardin communautaire, à côté de la pelle. C'est certain que là, la balle est dans le coin et dans le camp de la ville. On attend des réponses. On a l'École de la Passerelle qui nous soutient, la quincaillerie Serge Réaume. On a les Moutons Noirs. On a Rafale qui nous soutient, les jeunes les Hauts Sentiers. C'est certain que ça serait un projet rassembleur immense. Et pour nous, avec les cuisines collectives aussi, ça serait bien. On pourrait faire des recettes là-bas. Ça inviterait du monde à partager le milieu de la pelle. Pourquoi vous trouvez que c'est important de vous impliquer autant auprès de la collectivité? C'était pas le cas il y a quelques années. Ça a changé dans les dernières années. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une envie d'implication sociale. Je fais aussi des activités savon. Là, dernièrement, on a fait une activité avec les jeunes, avec les enfants. On était 23, je pense. 23. Il y avait 13 jeunes. C'était bien, c'était intéressant. On a passé un bon moment. Et c'est certain que c'est toujours dans une approche de partage de savoir. Ensemble, on est beaucoup plus fort que si on est tout seul. C'est un beau message. Merci beaucoup, M. Lorrain. Je vous laisse retourner cuisiner. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez que c'est important qu'on ait justement dans les collectivités des cuisines collectives pour cuisiner ensemble, échanger, se donner des trucs comme vous le faites? Je trouve que c'est une bonne idée pour justement parce que chaque chef a son façon de faire. Chaque place, il a son façon de faire. Et c'est certain, on apprend toujours dans la cuisine. Même moi, avec plus que 35 ans de métier, j'apprends encore chaque jour. Là, so, c'est parfait, ça. C'est pour ça que dans l'entente de voir les différentes façons de faire. Et j'étais toujours un chef qui bougeait beaucoup là, avant. J'étais jamais plus que 5 ans dans les hôtels avant. So, en général, j'ai appris beaucoup à cause que chaque hôtel, il y a leur sorte de problèmes, puis leur sorte de faiblesse, puis force aussi qui s'en viennent. So, tu apprends avec chaque place. Parlez-moi de la recette que vous préparez aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence avec une entrée. On va faire des quiches. Une quiche au brocoli puis jambon. On commence avec ça. On a une équipe qui fait ça, juste préparer les pâtes, ils font le pâte à tarte, ils font là, ils font tu vois, les bases de tout ça. Et on a une autre équipe qui fait des poulets, les poulets pour le plat principal. On fait un poulet, piquette de poulet avec du riz, un riz avec beaucoup de légumes dedans. Et après ça, on fait du croustade aux pommes. Le croustade aux pommes et pois. Les cuisines, j'ai commencé, ça fait environ 4 mois.
parce que j'avais fait un retour au travail, j'ai arrêté le travail, je suis revenue à la maison et là, j'ai dit, on va commencer les cuisines. C'est intéressant, un concept intéressant qui me permettrait d'économiser, de voir des gens, de socialiser, puis c'est ce que j'avais besoin. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir faire les cuisines collectives avec Rafale? Tellement agréable. On voit des gens, on peut discuter de ce qui se passe au lac Saint-Charles, de ce qui se passe, de ce que chacun fait. Ça nous permet de sortir de chez nous, parce que, c'est comme moi, je suis un retour à la maison, un conjoint militaire qui est post-traumatique, donc difficile de retrouver un travail, mais de garder la maison stable. Ça me permet de continuer de voir des gens, mais de pouvoir continuer à la maison et en plus d'économiser puis de pouvoir voir un peu à tout. Donc, c'est un deal idéal. Les cuisines collectives répondent bien à la mission de l'organisme Rafale et encore une fois, ça a été un beau succès. Si jamais vous avez envie d'intégrer l'un des groupes, n'hésitez pas à contacter les membres de l'organisme. Ils sauront bien vous guider. Merci d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook ou encore sur notre site Internet pour regarder l'émission à nouveau. Il est aussi possible pour vous d'utiliser la plateforme CCAPGO pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.